Bonsoir à toutes et à tous les amis, on est super heureux de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Salut Maëva. Salut Aurélien. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, parfait, surtout pour cette nouvelle émission qui s'appelle Best. Ah mais vous le voyez, on a énormément de moyens pour cette nouvelle émission. Moi je suis très heureux de t'accueillir dans l'équipe des animateurs pour animer cette nouvelle émission qui est Best. Vous n'allez pas l'oublier, ça je vous le dis. Cette émission, vous n'allez pas oublier. Cette animatrice, vous n'allez pas l'oublier. Même si vous avez déjà vu Maëva de nombreuses fois dans les experts, et cette année, elle passe du côté obscur des animateurs. Je peux comprendre. Alors, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici Ah là là, ça fait bizarre, mais je suis très contente. Je suis très heureux de t'accueillir. Elle a failli en tomber par terre. Wow. Ce soir, on va parler d'un sujet un peu moins drôle, c'est vrai, c'est pour ça qu'on démarre avec un petit peu de légèreté. Vous avez pu voir dans le titre et dans les nombreuses promotions qu'on a fait. Nous allons revenir ce soir dans Must, cette émission historique. En fait, c'est une émission qui revient sur les grands moments de l'histoire et nous allons remonter le temps à il y a pas très longtemps, et tout le monde s'en souvient, c'était il y a 5 ans. Tout à fait, c'était le 13 novembre 2015 et il y avait plusieurs attentats en une soirée qui se sont passés et qui ont beaucoup traumatisé, je pense, beaucoup de Français. Beaucoup de Français et beaucoup de Parisiens également. C'est pourquoi ce soir nous allons revenir sur cette terrible soirée, minute par minute, avec également un contexte et ce qui nous reste aujourd'hui de ces attaques. Vous allez donc découvrir ce soir voilà, toute une série de petits documentaires réalisés par nous deux, commentés par nous deux. Et on espère que cette émission va vous plaire et on va essayer voilà, de vous faire revenir et de vous faire revivre cette terrible soirée qui a fait tant de victimes. Nous sommes d'ailleurs le vendredi 13 novembre 2020. Ça s'est passé un vendredi 13 novembre 2015. Alors on va démarrer avec quoi, Maëva? On va démarrer tout de suite avec le brief. Tout à fait. En parlant de brief, Maëva n'est pas très bien calée visiblement. Et donc on part avec le brief tout de suite. Bien avant ce tragique vendredi 13 novembre 2015, la France entière se souvient encore d'un début d'année tout aussi dramatique, qui avait plongé le pays et tous les Français dans une terreur sans précédent. Le mercredi 7 janvier, à la mi-journée, 2 hommes, 2 frères, les Kouachi, pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Lourdement armés, ils assassinent froidement un agent de maintenance et 10 collaborateurs du journal. Des membres du journal arrivent à s'enfuir en catastrophe sur les toits du bâtiment du 11e arrondissement de Paris et y filment une scène accablante. On y voit les assaillants quitter l'immeuble en s'écriant « On a tué Charlie Hebdo, on a vengé le prophète Mohamed ». 3 patrouilles de police, en entendant les cris et les coups de feu, parviennent au lieu. Dans leur fuite, ils tuent un policier patrouillant à vélo à bout portant. Le massacre continue. Les Kouachis s'enfuient, laissant derrière eux une France qui pleure sa liberté d'expression. Au soir de ce 7 janvier, plus aucune trace des hommes. Ils deviennent les ennemis publics numéro 1 de toute la nation pour avoir abattu sans peine Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski, ainsi que Elsa Kaya, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Michel Renaud, l'agent de sécurité Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro et le gardien de la paix Ahmed Merabet. Tandis qu'il traque sans relâche des mares contre les frères Kouachi, aux alentours de 20h30 à Fontenay-aux-Roses, un jogger se retrouve grièvement blessé par de nombreux tirs d'armes automatiques. Ahmedi Koulibaly est le principal suspect de cet acte criminel. Le lendemain de cette triste journée, la France et la télé continuent de rendre de nombreux hommages, mais dès 8h, Ahmedi Koulibaly va replonger le pays dans l'horreur absolue. À Montrouge, un simple et presque banal accrochage entre 2 véhicules sur la voirie va se transformer en un massacre. Celui qui sera plus tard identifié comme Koulibaly tire avec une arme Kalachnikov sur 2 agents de l'ordre.
La jeune policière Clarissa Jean-Philippe reçoit une balle dans le dos. Elle succombera de celle-ci dans la journée. Après 2 jours d'une tension insoutenable et d'une peur indescriptible pour tous les Français, le vendredi 9 janvier 2015 sera la dernière journée de ces affreux attentats. Aux alentours de 9h15, Saïd et Chérif Kouachi prennent en otage le gérant d'une imprimerie à Damartin-en-Goël. Ils se réfugient dans cette entreprise après un échange de tirs avec la police et Saïd Kouachi touché à la gorge. 1 heure plus tard, ils relâchent le gérant, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que 2 employés sont aussi à ce moment-là dans l'imprimerie. L'un réussit à s'échapper sain et sauf, mais le second, Lilian, qui a 26 ans, va faire preuve d'un courage extraordinaire. Retranché sous un évier, les djihadistes ne savent pas qu'il est là. Et pourtant, ce jeune homme communique avec le GIGN par SMS et donne des détails extrêmement précis sur la situation des assaillants. Le même jour, porte de Vincennes, vers 13h, Amédi Koulibaly refait surface et après avoir été poursuivi par des patrouilles de police, il se retranche dans la supérette hypercachère et prend en otage des clients du magasin. Et il tue Johan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François-Michel Sada. À l'issue de cette journée, les assauts sont donnés presque en même temps à 16h56 à Darmatin-en-Goël. Les hommes du GIGN ouvrent le feu alors que les Kouachi s'apprêtaient à leur tirer dessus. Les 2 frères qui font trembler la France depuis Charlie Hebdo sont tués. 14 minutes après, devant l'hypercachère porte de Vincennes, le RAID et la BRI ouvrent le volet métallique, fermé à la demande du preneur d'otages, alors que 3 hommes de ces groupes d'intervention sont blessés. Amédi Koulibaly est abattu alors qu'il tente de sortir de l'épicerie. Les otages sortent peu à peu, choqués par ce qu'ils viennent de vivre. À la fin de cette journée de vendredi, les Français soufflent et pleurent, mais s'unissent le week-end qui suit. Les 10 et 11 janvier 2015, les Français répliquent de ces attaques en se montrant unis ensemble contre ces attentats qui ont emporté 17 personnes au total. « Je suis Charlie » est devenu un slogan fort et porteur de sens depuis ce drame. 700 000 personnes se joignent le samedi 10 janvier 2015, mais la marche républicaine la plus forte fut incontestablement celle du dimanche 11 janvier 2015, avec près de 3 700 000 personnes dans les rues pour clamer leur liberté, dont 1,5 million à Paris, comme le président François Hollande. Quelques mois après cette tragédie, la France va de nouveau être confrontée à une terrible histoire qui aurait pu avoir une fin encore plus tragique. Le vendredi 21 août 2015, alors que la France est toujours en alerte attentat depuis Charlie Hebdo, dans tout le pays, c'est dans un train Thalys qu'un drame va se dérouler. En fin d'après-midi, aux alentours de 17h50, un homme de 26 ans sort des toilettes du train complètement armé pour tirer sur les passagers du Thalys numéro 9364 en provenance d'Amsterdam et à destination de Paris. À sa sortie des toilettes, 2 hommes, un Français et un Franco-américain, tentent de désarmer l'homme, mais l'un d'entre eux se fait tirer dessus et se prend une balle dans le haut du dos après avoir réussi à lui prendre son fusil d'assaut. Le tireur entre dans le compartiment numéro 12. Alors que son arme semble s'enrayer, 2 Américains du nom d'Alex Skarlatos et Spencer Stone, tous 2 travaillant dans l'armée américaine, se jettent sur l'assaillant et l'immobilisent à l'aide de leur 3e ami, Anthony Sadler, et d'un Britannique, Chris Norman. Au cours de l'immobilisation, Spencer Stone se retrouve blessé au cutter, mais l'attaquant est KO. Quelques minutes plus tard, peu avant 18h30, l'individu est interpellé, gare d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Plus tard dans la soirée, l'État se saisit de l'affaire avec l'intervention de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et François Hollande, le président. Aux alentours de 22h, le parquet antiterroriste de Paris récupère l'enquête. Au final de cette affaire, les 554 passagers du train sont sains et saufs et acheminés vers Paris. C'est dans la nuit du 25 au 26 août suivant que le terroriste Ayoub El Kazani est mis en examen dans le cadre de l'enquête française de cette attaque. La grande quantité d'armes en possession de l'assaillant indique qu'un massacre a été miraculeusement évité de justesse.
Le 24 août, 3 jours après l'attaque, les 3 Américains et le Britannique sont reçus à l'Élysée et sont décorés de la Légion d'honneur par le président de la République française. Par ailleurs, le 31 janvier 2019, les 3 Américains, Scarlatos, Stone et Sadler, sont naturalisés et obtiennent la nationalité française. En 2018, les Américains écrivent le récit de l'attaque avant qu'ils jouent leur propre rôle dans l'excellent film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris. Vous avez pu voir le brief, ce qui s'est passé avant cette nuit terrible du vendredi 13 novembre 2015. Maintenant, on va partir de plein pied là-dedans. Ouais, on va décrire toute la soirée heure par heure dans la story. Et c'est maintenant. Il est 19h40. Les Français se préparent à passer un nouveau début de week-end sous les meilleurs auspices qu'ils soient. Les températures demeurent fraîches en ce mois d'automne, pas plus de 14 degrés, mais les supporters de l'équipe de France attendent avec impatience le match du soir. France-Allemagne, c'est l'affiche qui se jouera au Stade de France d'ici un peu plus d'1 heure. Les tribunes se remplissent, les spectateurs des Eagles of Death Metal s'installent au Bataclan et les bars parisiens se massent de monde. Pourtant, les 3 assaillants de la salle de spectacle partent à 7 heures en direction du Bataclan. Il est 20h29. Cette fois-ci, ce sont les kamikazes du Stade de France qui sont en route, 10 minutes avant les assaillants des bars parisiens. La coordination des équipes d'attaquants fait froid dans le dos. 9 hommes, très lourdement armés, s'apprêtent à faire vivre une terrible nuit dans Paris et Saint-Denis. Il est 21h. Le coup d'envoi du match amical France-Allemagne est donné au Stade de France. Le président de la République, François Hollande, est installé dans les tribunes pour soutenir les Bleus comme de nombreux Français qui peuvent suivre le match sur la première chaîne ce soir-là. Les assaillants des diverses attaques sont toujours en transit de leurs attaques. Il est 21h17. Alors que les Bleus jouent depuis une vingtaine de minutes maintenant, une première explosion retentit. Il s'agit du premier kamikaze. Il s'est explosé avec un gilet explosif près de la porte D du Stade de France. Cette première explosion fait une victime, un passant tué par l'explosion violente. Il est 21h20. Quelques minutes après la première explosion, une deuxième retentit. Beaucoup plus forte que la première, telle que tout le monde se souvient de l'incompréhension de tous et du joueur Patrice Evra qui s'arrête un instant, le ballon sous ses pieds. Tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose de très inhabituel et pour cause. Le second kamikaze s'est fait exploser près de la porte H sans faire de victime. C'est à cet instant que François Hollande est prévenu par son agent de sécurité. Il lui dit ainsi : « Monsieur le Président, le Quick a sauté. » Le président se lève et demande à tous ceux qui l'entourent de ne pas bouger, y compris Noël Le Graët, le président de la fédération, qui sera informé de ces attaques en même temps que François Hollande. Les spectateurs et les joueurs n'en savent rien et le président part au poste de sécurité du stade. Noël Le Graët révélera sur RTL que c'était très difficile de passer 1 heure à faire semblant. Il est 21h25, rue Alibert. Le deuxième groupe de terroristes ouvre le feu sur le Carillon, un bistrot où se trouve un nombre important de Parisiens en terrasse. Ils tirent aussi à la Kalachnikov sur l'angle de la rue Bichat, à quelques mètres où se trouve le restaurant Le Petit Cambodge. Les assaillants s'en vont après avoir fait 13 morts et une dizaine de blessés en situation d'extrême urgence. C'est la panique absolue. Tout le monde rentre à l'intérieur des restaurants. La France est attaquée de plein fouet par ces attentats. Il est 21h32. Les attaquants de la rue Alibert continuent leur fusillade sur la brasserie Café Bonne Bière, ainsi que sur les restaurants Casa Nostra. La seconde fusillade fait état de 5 personnes qui sont tombées sous les balles des assaillants et 8 personnes en urgence absolue. C'est un réel massacre qui s'opère, mais les terroristes ne vont pas s'arrêter là. Il est 21h36. Ils s'en prennent au restaurant La Belle Équipe, faisant un bilan encore plus lourd de 21 personnes tuées froidement et 14 personnes en urgence absolue. Les tirs de Kalachnikov résonnent dans un Paris sous tension,
l'incompréhension devient de la peur et de la terreur. Il est 21h40. 4 assaillants descendent d'une voiture noire, Kalachnikov à la main, et entrent dans la salle de spectacle du Bataclan. Le groupe Eagles of Death Metal y donne un concert ce soir-là, et le public est au rendez-vous. Les assaillants, ayant pris connaissance des plans de la salle, surgissent à 21h42 et tirent sur la foule. Les spectateurs se jettent au sol. Des témoins racontent qu'ils voyaient le public depuis le balcon tomber comme des dominos. C'est une abomination qui se déroule, mais les gens sont impuissants devant la scène. De nombreuses personnes arrivent à fuir le Bataclan en courant et en pleurant. La scène est insoutenable. On y voit même une personne accrochée à un balcon du premier étage de la rue. À l'intérieur, les assaillants font le tri entre ceux qui ont été tués de ceux qui ne le sont pas et achèvent ces derniers à bout portant. C'est la pire attaque de masse que la France n'ait jamais connue. Certains témoins racontent que les terroristes criant en faisant référence au bombardement en Syrie décidé par François Hollande. La scène de tir ne s'arrête pas avant une dizaine de minutes non-stop de rafales. Il est 21h43, dernière attaque du second groupe. C'est au comptoir Voltaire qu'un des terroristes, après avoir passé commande, se fait exploser avec un gilet explosif, similaire à ceux utilisés à Saint-Denis près du stade. La serveuse et 2 autres personnes sont grièvement blessées. Il est 21h51. Les policiers de la BAC de nuit du Val-de-Marne sont les premiers à arriver sur les lieux du Bataclan. Ils seront la cible à 4 reprises des 4 assaillants de la salle de spectacle, demandant du renfort car les attaquants utilisent des armes de guerre pour des scènes de guerre. Il est 21h53. Une 3e explosion retentit plus au sud du Stade de France, ne faisant pas état de victimes, mais sous le même mode opératoire du gilet explosif. Les attaques successives perpétuées aux abords du Stade de France font un bilan de 1 mort et 11 blessés. Il est 21h57. Après de nombreux échanges de tirs avec la BAC et les militaires, un des assaillants est abattu. C'est alors qu'un autre terroriste actionne son gilet explosif et se donne la mort, tandis que le commissaire de la BAC et son chauffeur ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment juste avant ces actions. Il est 22h. Les 2 assaillants restants prennent une vingtaine de personnes en otage et leur demandent pour certains d'appeler la chaîne d'information BFM TV et pour d'autres de faire le guet à la fenêtre du premier étage d'où ils sont retranchés. Tout le monde se rejoint progressivement au Bataclan, tandis qu'il faut également évacuer les blessés des terrasses en sang. Il est 22h05. Le commissaire de la BAC re-rentre dans le Bataclan et découvre l'effroi des victimes, tandis que la prise d'otages se poursuit au premier étage de la salle de spectacle. Il n'y avait plus un bruit. Il est 22h07. Au ministère de l'Intérieur tenu par Bernard Cazeneuve, le chef du raid, Jean-Michel Fauvergue, déclenche l'alerte générale. Autrement dit, le rappel de tous les effectifs. Par ailleurs, les villes alentours telles que Lille, Lyon ou encore Rennes sont mises en état de pré-alerte. Il est 22h18. Le plan Rouge Alpha est déclenché dans Paris pour la première fois. Il s'agit d'un plan multi-attentat engageant pompiers et soignants qui composent toutes les équipes de secours. Il est 22h20. Les membres de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, ainsi que du RAID, Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion, arrivent en grand nombre au Bataclan. Les spectateurs les plus cachés du rez-de-chaussée sortent peu à peu de faux plafonds ou encore des toilettes. Il est 22h50. Le speaker du Stade de France, Franck Bargine, informe les spectateurs qu'un incident extérieur a eu lieu. À cet instant, les supporters prennent leur téléphone et découvrent l'horreur de ces nombreuses attaques. C'est alors qu'un mouvement de foule pousse les gens à se retrouver sur la pelouse tout en découvrant l'effroyable. Le match n'a pourtant pas été interrompu pour ne pas éviter un mouvement de panique. Les équipes de foot, les Bleus comme la Mannschaft, ont ordre de rester dans les vestiaires, là où elles sont protégées et elles y passeront une partie de la nuit. Il est 23h15. La BRI ne peut plus progresser dans le Bataclan car elle est arrivée au bureau où se déroule la prise d'otage depuis maintenant plus d'1 heure.
Un otage désigné comme porte-voix par les deux attaquants restants donne un numéro de téléphone, et c'est le policier négociateur assisté d'une psychologue de la BRI et d'un collègue à l'extérieur du bâtiment qui prennent contact avec les assaillants. Il est 23h27. Tandis que le premier appel est en cours, un policier raconte. Ils étaient très énervés, très rapides et confus, comme sous l'emprise d'une drogue. Ils répétaient les mêmes phrases en boucle. Ils confirment ainsi leurs actions comme étant une vengeance après les bombardements menés par le président de la République française. Il est 23h45. Christophe Molmy, le policier négociateur, demande au préfet et au directeur de la police judiciaire de donner l'assaut. Cette demande est autorisée par le préfet de police parisien. Les appels vers les assaillants ne servent maintenant plus qu'à gagner du temps pour se renseigner sur les lieux de la prise d'otages et les moyens d'y accéder. Il est 23h48. Le premier président d'une nation à s'exprimer est Barack Obama, avant même le président de la République française. Il condamne fermement ces attaques et offre tout son soutien à la France. Il est 23h53. François Hollande s'exprime devant les caméras. C'est une horreur, dit-il, alors que les équipes du Bataclan commencent à préparer l'assaut final. Il décrète aussi l'état d'urgence pour tout le territoire français, ainsi que la fermeture immédiate des frontières. Il est minuit 18. Le RAID, le GIGN, la BRI et tous les autres militaires se tiennent prêts pour l'assaut qui est donné. Les hommes de la police, sous de nombreuses défenses, arrivent aux assaillants. L'un d'entre eux actionne son gilet d'explosifs, tuant de même le dernier terroriste. Les otages, quant à eux, sortent tous sains et saufs de cet assaut et de cette attaque du Bataclan qui prend fin à minuit 23 précisément. À l'issue de ces attentats effroyables, un bilan tout aussi glaçant. Environ 130 personnes ont perdu la vie dans cette terrible soirée. 130 Français qui étaient libres, qui étaient jeunes, qui étaient heureux de vivre. 1 aux abords du Stade de France, 13 au Carillon et au Petit Cambodge, 5 à Casa Nostra et Café Bonne Bière, 21 à la Belle Équipe et 90 personnes au Bataclan. 413 blessés, dont 99 grièvement, sont à déplorer dans cette tragique nuit. Ce sont les pires attentats que la France ait connus jusqu'alors. Tous les Français sont touchés en plein cœur par ces attaques horribles et dramatiques. Et voilà pour la story, et c'était vraiment horrible quand même. C'est vrai, c'est une soirée dont personne n'oublie, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait cette émission, pour que tout le monde se rappelle tristement de ce qui s'est passé, mais puisqu'on s'en rappelle, c'est bien que je dis ça, puisque nous allons partir directement pour la dernière partie de cette émission, c'est le débrief, les conséquences de tout ce qui reste, et même ce qui s'est passé dès le lendemain, le samedi 14 novembre. Vous allez découvrir tout ça. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ces terribles attaques? Vous allez le découvrir maintenant. Au lendemain de ces attaques sanglantes, la plupart des Français se réveillent dans la douleur en ce samedi 14 novembre 2015. Pour tous, c'est l'indignation, la colère qui se transgresse à travers les larmes. La presse française et mondiale donne le ton. L'horreur pour Nice Matin et le sportif L'équipe, carnage à Paris pour Libération. Cette fois c'est la guerre, titre Le Parisien, ou encore La guerre en plein Paris, nous dit Le Figaro. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu 131 morts sous les balles des terroristes, mais le nombre n'était encore malheureusement pas stabilisé à la parution de ces journaux de presse quotidienne. Ceux qui donnent les chiffres en temps réel depuis la veille, ce sont les réseaux de télévision d'information, mais pas que. Toutes les chaînes sont en édition spéciale, certaines depuis la fin du match France-Allemagne comme TF1 et LCI, ou d'autres à partir du samedi comme M6 ou France 3. Tous les programmes initialement prévus laissent place à des éditions spéciales ou des émissions hommages, comme l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché, qui devient le temps d'une soirée On est solidaire. Les Français observent tous également des rassemblements d'hommages dans tout le pays, malgré que ceux-ci soient fortement déconseillés après le discours de François Hollande la veille, et l'état d'urgence décrété. Mais ces hommages sont naturels pour honorer la mémoire de toutes les victimes. Une vidéo d'hommage a particulièrement touché le monde entier. Il s'agit du pianiste de rue
David Martello, qui est venu avec son propre piano devant le Bataclan au lendemain de ces attaques pour jouer la chanson Imagine de John Lennon en hommage aux victimes. Il racontera par la suite que celui-ci était en Allemagne et regardait le match du côté allemand. Il a pris la décision de quitter le pays avec son piano vers Paris dès lors qu'il a appris l'attaque de la salle de spectacle. Cependant, à l'intérieur des hôpitaux, c'est la course pour sauver un maximum de blessés qui, au petit matin du samedi, s'élevait à 200, dont 80 dans un état très grave. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, le médecin-chef du SAMU de Paris, Pierre Carly, a révélé plus tard que toutes les équipes avaient fait un entraînement le vendredi matin, appelé fusillade sur sites multiples, quelques heures avant les vraies attaques. Les soignants, médecins, infirmiers, ambulanciers et tout le corps médical a rappliqué en grand nombre, et c'est ce qui a pu permettre que les victimes soient pour la plupart secourues. Le samedi 14 novembre 2015, l'État islamique revendique les attentats perpétrés la veille dans la capitale. Les enquêteurs, eux, ont une priorité, retrouver un terroriste en fuite, Salah Abdeslam. Il est soupçonné d'avoir conduit et déposé les 3 kamikazes qui se sont explosés la veille aux abords du Stade de France. Il s'enfuit de Paris en mettant des amis sous la menace, leur disant qu'il a tué des gens avec une Kalachnikov. Ce qui est faux, mais uniquement dans un but de persuasion pour que ses amis le conduisent à Bruxelles. La voiture passe 3 contrôles, mais atteigne quand même la Belgique, car Abdeslam n'était pas encore recherché de tous à ce moment-là. De là, il change totalement de style jusqu'à passer chez le coiffeur pour se faire le plus discret possible. Il trouve une planque à Schaerbeek. En France, le 18 novembre 2015, alors que les hommages se multiplient et que les Français commencent à reprendre leur travail et leur vie, les enquêteurs retrouvent la trace d'un certain Abdelhamid Abaoud. Cet homme est soupçonné d'être le commandant opérationnel des attaques 5 jours plus tôt. Il est également un des tireurs des terrasses qui ont fait tant de victimes. À 4h16 du matin, le RAID, la police et la BRI donnent l'assaut dans un appartement situé rue de la République en plein Paris. Les terroristes, retranchés à l'intérieur, ripostent et s'ensuit un passe d'armes entre la police et les tireurs. À 11h30, l'attaque prend fin avec la mort du terroriste ainsi que sa cousine et un autre homme. Sur les 9 auteurs des tueries du 13 novembre, 8 sont morts et Abdeslam, le dernier, est toujours caché en Belgique dans sa planque. Les Français commencent à mettre des noms et des visages sur les 131 victimes de cette terrible nuit. Parmi ces décès, la moyenne d'âge s'élève à 35 ans. La plus jeune victime était une lycéenne qui avait 17 ans et la plus âgée, un chef d'entreprise de 68 ans. Tous les deux ont trouvé la mort au Bataclan. Les victimes sont pour toutes impactées psychologiquement de ce qu'elles ont vu. Une cellule psychologique est immédiatement mise en place, mais pour certains comme Guillaume Valette, cela ne suffira pas. Il se suicidera par pendaison dans sa chambre d'hôpital psychiatrique le 19 novembre 2017, 2 ans après les attentats, et est reconnu 131e victime de ces attaques. Il s'agit là du plus grand nombre total de victimes. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, 5 ans après ces terribles attaques, personne n'a oublié cette nuit d'horreur dans tout Paris. Personne n'a oublié ces 31 victimes mortes parce qu'elles étaient libres et qu'elles profitaient de la liberté à travers un verre en terrasse, un concert de rock ou simplement parce qu'elles étaient là au mauvais endroit au mauvais moment. Tous les bars attaqués ont rouvert, non sans mal et non sans oublier cette tragique soirée. Il en est de même pour le Bataclan, qui a rouvert le 12 novembre de l'année suivante avec un concert de Sting au profit des associations de victimes du 13 novembre. Et concernant le groupe Eagles of Death Metal, ils sont revenus sur la scène française de l'Accor Hotel Arena avec le groupe U2 le 7 décembre 2015 et interprètent une chanson de Patti Smith en hommage à la tragédie qu'ils ont vécue de l'intérieur. Ils inviteront aussi les rescapés du Bataclan en février 2016 à l'Olympia pour un de leurs concerts de leur tournée Nos Amis Tour. Malgré cette histoire tragique, la France a connu beaucoup d'autres attaques horribles dont les Français se rappellent tout autant, comme la soirée de fête nationale du 14 juillet 2016 à Nice sur la promenade des Anglais, où un camion fonce droit sur la foule avec un tragique bilan de 86 morts et 434 blessés pendant le feu d'artifice.
12 jours plus tard, c'est l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray qui est prise en otage par 2 individus armés qui égorgeront à main nue le prêtre de la paroisse. Les individus de ces attaques en 2016 sont abattus par la BRI. De nombreuses attaques ont encore secoué la France par la suite, mais ne l'ont pas renversée. Les Français sont solidaires et néanmoins prudents face à ces nombreuses attaques, même si à ce jour, celle qui a fait le plus de victimes reste et demeure être les attentats du vendredi 13 novembre 2015. Et bien voilà, c'est fini pour cette émission de Mestre. On a été ravis de pouvoir vous raconter cette histoire parce qu'il est important de s'en souvenir. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission. On se retrouve très très bientôt avec Maëva. Merci d'avoir été avec moi. Merci. J'aimerais te faire la bise. On n'a pas vraiment le droit. C'est pas possible. Ça pourrait être pour une autre histoire de Must. Cette grande histoire-là, un peu plus grande quand même que la compta, même si dans les deux cas on n'aurait pas aimé la vivre. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt. Bon week-end puisqu'on est vendredi. Et à la prochaine pour Must.